Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une mission suicide. Imaginez l'entraîneur le plus couronné de l'histoire des clubs, l'homme aux 5 Ligues des Champions, un exploit unique, le seul tacticien à avoir dompté les 5 plus grands championnats européens, de la Première Ligue à la Serie A en passant par la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1, un architecte de victoire, un collectionneur de titres, un nom synonyme de succès constant au plus haut niveau. Ce nom, c'est celui de Carlo Ancelotti. Et sa nouvelle quête, c'est un défi que le monde du football, dans sa quasi-totalité, juge impossible: prendre les commandes d'un Brésil en plein chaos. Une Seleção à la confiance brisée, une équipe hantée par les fantômes de son glorieux passé et littéralement écrasée par la pression dévorante de plus de 200 millions d'âmes, qui n'attendent rien de moins que la perfection et la victoire. Un champ de mine sportif et émotionnel donc. Et dans cette vidéo, on va pas juste raconter une histoire, on va plonger au cœur du réacteur, on va décortiquer, analyser, comprendre pourquoi cette mission est, sans aucun doute, le pari le plus fou de la carrière déjà légendaire de Don Carlo. Et vous allez saisir la pression démentielle qui l'attend, les pièges innombrables qui se dresseront sur sa route et peut-être, juste peut-être, entrevoir le génie ou la folie derrière ce choix. Parce qu'on peut inévitablement se poser la question du pourquoi. Pourquoi un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui a déjà tout prouvé et tout gagné en club, décide de s'embarquer dans ce qui ressemble à bien des égards à une mission impossible? Qu'est-ce qui pousse ce maître stratège au crépuscule de sa carrière, on va le dire quand même, à plonger au cœur d'un tel tumulte? Et c'est précisément ce qu'on va tenter de décortiquer ensemble. Alors, accrochez-vous bien. Pour vraiment saisir l'ampleur de la mission kamikaze qui attend Carlo Ancelotti, il faut d'abord dresser un état des lieux. Et soyons clairs, le mot chantier serait un euphémisme. Nous parlons ici d'un véritable champ de ruines, en reconstruction à partir de ruines justement fumantes, dans un paysage footballistique où les certitudes d'hier se sont évaporées, comme la rosée du matin sous le soleil impitoyable de la critique. Alors commençons par le plus fondamental, l'absence totale de fondation. Imaginez un architecte de renommée mondiale, en l'occurrence ce serait Carlo Ancelotti, qui arrive sur un terrain où non seulement les plans ont été perdus, mais où les quelques briques posées précédemment sont éparpillées sans cohérence. C'est pas une question de peaufiner une structure déjà existante, ni d'ajouter une touche de génie à un édifice solide. Non, la mission d'Ancelotti, c'est d'écrire devant une page blanche, ou pire, une page gribouillée par des tentatives de tactique, de collectif, de création, de cohésion totalement avortées. Comme le soulignaient avec une justesse cruelle les observateurs les plus avisés, le Brésil, à la veille de l'arrivée d'Ancelotti, n'a tout simplement pas d'équipe type. Aucun 11 ne se dégage avec une évidence particulière, et plus inquiétant encore, il n'y a aucun plan tactique clair, aucune philosophie de jeu identifiable qui aurait pu servir de socle, même si ce socle était fragile. Alors pensez-y, 3 sélectionneurs différents se sont succédés sur le banc du Brésil depuis janvier 2023, 3 visions, 3 approches, 3 tentatives de colmater les brèches qui n'ont fait qu'accentuer le sentiment de désorganisation au sein de la Seleção. Et cette valse des entraîneurs, symptomatique d'une direction naviguant à vue, a engendré un chaos tactique où chaque match ressemblait à une nouvelle expérimentation, souvent hasardeuse et parfois désastreuse. Le mot stratégique, utilisé par le président Rodriguez, le président de la Ligue brésilienne, pour qualifier la longue et très longue quête avant d'obtenir Carlo Ancelotti, une quête qui a duré 2 ans et qui a paru une éternité, sonne presque comme une mauvaise blague face à ce vide sidéral. Il n'y a pas de continuité au sein de la Seleção, il n'y a pas d'héritage récent sur lequel bâtir, c'est un désert tactique et Ancelotti ne vient pas pour améliorer, il vient donc pour créer ex nihilo sous une pression immédiate. Et ça, c'est que le début du tableau, car si les fondations sont inexistantes, la structure elle-même est criblée de problèmes à tous les postes. C'est pas une simple fissure dans un mur, c'est vraiment l'ensemble de l'édifice qui menace de s'effondrer si c'est pas déjà écroulé en partie. Prenez par exemple la défense et plus particulièrement les latéraux. Autrefois, le Brésil, c'était une pépinière pour les latéraux. On avait des Cafu, on avait des Roberto Carlos, plus récemment on a eu Marcelo, des joueurs qui étaient capables de redéfinir le rôle du latéral. Et aujourd'hui, on parle vraiment d'un terrain vague, en gros, quand on parle des latéraux. On évoque aussi sur la tactique plus de 65 options testées depuis la Coupe du Monde au Qatar, sans qu'aucune ne s'impose de manière convaincante. Vous imaginez 65 compositions de jeu. C'est le signe d'une pénurie alarmante ou d'une incapacité chronique
à identifier et à développer le potentiel au sein même des joueurs brésiliens. Et Ancelotti, qui est quand même un homme qui a su gérer des effectifs pléthoriques avec des grandes stars, là, il va littéralement devoir apprendre à faire avec les moyens du bord. Et parlons d'un autre exemple, celui du milieu de terrain. Contre l'Argentine, lors d'une défaite cuisante qui a marqué les esprits, il n'y avait tout simplement aucun signe de ce qui pourrait s'apparenter à un milieu de terrain digne du Brésil et digne de l'histoire brésilienne. C'était un vide, une absence de lien, de créativité, mais aussi de discipline. Alors on a le retour de Bruno Guimaraes et le rappel tant espéré de Casemiro qui pourrait apporter un peu de solidité et une once d'expérience. Mais le mal est plus profond. Il faudra, comme le suggèrent les analystes brésiliens, avoir une bonne dose d'humilité, parce qu'il est temps d'accepter une chose, c'est qu'il est fini le temps du Brésil, où on pouvait se permettre d'aligner 4 voire 5 profils offensifs en comptant uniquement sur la magie individuelle. Sans véritablement avoir deux piliers au milieu de terrain capables d'équilibrer l'ensemble, eh ben on court tout simplement au désastre. Et c'est marrant parce que Ancelotti, il a été critiqué de manière assez ironique parfois avec le Real Madrid pour avoir aligné 4 attaquants. Et il sait que quand on aligne 4 attaquants, il faut que la structure au milieu de terrain fonctionne et qu'elle soit vraiment impeccable, ce qui est vraiment pas le cas aujourd'hui au Brésil. Et puis justement, en parlant d'attaque, si le Brésil dispose aujourd'hui de quelques talents individuels, leur transposition en sélection nationale, c'est vraiment une autre histoire. Je pense bien sûr à Vinicius Junior et Rodrigo, qui ont été étincelants assez régulièrement les dernières saisons, peut-être pas cette dernière saison, mais sous l'ère Ancelotti, ils ont quand même été assez solides. On a même frôlé le ballon d'or pour Vinicius. Et ben, ils peinent à reproduire le même impact qu'ils ont avec le Real au sein de la Seleção. Et la question est lancinante derrière. Est-ce que Carlo Ancelotti va parvenir à débloquer leur potentiel en sélection comme il l'a fait en club? Est-ce qu'il aura l'autorité nécessaire et la nécessité d'en sacrifier un si l'équilibre l'exige? Ce sont des questions qui pèseront lourd dans la balance dans les performances du Brésil. Et ajouter à ça, flottant au-dessus de la tête de tout le monde et à un niveau d'incertitude supplémentaire, le cas Neymar évidemment. C'est l'éléphant dans la pièce, comme le décrivent les médias, même s'il est toujours pas apte physiquement, même si sa pertinence en club semble décliner progressivement. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite où j'explique pourquoi il avait raté sa carrière. Il reste perçu au Brésil comme étant le grand Manitou, le joueur autour duquel tout doit, ou au moins tout a longtemps gravité. Et depuis ses débuts en 2010, Neymar, il n'a pas été seulement le meilleur joueur du Brésil, ça a été le centre de gravité de l'équipe pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. Sa simple présence, même en méforme, soulève des interrogations fondamentales sur la direction que souhaite prendre Ancelotti. Faut-il continuer à construire autour de lui, au risque de freiner l'émergence d'un nouveau collectif, ou faut-il oser tourner la page, ou du moins redéfinir drastiquement son rôle? C'est un dilemme cornélien pour Ancelotti, une décision qui aura des répercussions immédiates sur l'ambiance, sur le jeu et sur la perception de l'équipe. Avec un tel manque de structure et des individualités en questionnement, il n'est pas forcément surprenant que la confiance soit au plus bas au sein du Brésil. On parle d'un niveau au plus profond des abysses, la déroute 4-1 contre l'Argentine, qui est quand même la rivale historique lors du dernier match du règne catastrophique de Dorival Junior, a laissé des cicatrices, et on a aussi l'élimination précoce et insipide lors de la dernière Copa América, qui n'a fait qu'enfoncer le clou et qui a créé aussi un sentiment d'appréhension palpable, d'une peur de l'échec qui paralyse aujourd'hui les joueurs brésiliens plus qu'elle ne les motive. Les joueurs, ils semblent plus porter le poids du monde sur leurs épaules et chaque erreur est disséquée, amplifiée par une presse et un public exigeant et meurtri. Et Ancelotti, il hérite là aussi d'un groupe psychologiquement fragile où la moindre étincelle négative peut raviver le spectre du doute. Alors reconstruire la confiance, ce sera peut-être son premier et plus grand chantier avant même de parler de tactique. Et comme si le tableau n'était pas suffisamment apocalyptique, il faut superposer en plus de ça une crise institutionnelle d'une rare intensité au sein même de la Confédération brésilienne de football. Parce que le président Ednaldo Rodrigues, celui-là même qui a orchestré, non sans une certaine dose d'arrogance, vous saviez, je parlais d'humilité, de la nécessaire humilité à retrouver, le président, lui, il est complètement à l'opposé de ça. Donc il avait une certaine dose d'arrogance quand il a annoncé la venue d'Ancelotti, le qualifiant de meilleur coach de l'histoire, aux commandes de la meilleure sélection. Bon, si vous vous réveillez d'un coma de 20-25 ans, oui, c'est la meilleure sélection au monde, le Brésil, mais c'est plus du tout le cas.
Et ben aujourd'hui, il a été suspendu par la justice, suspendu pour des accusations de falsification de documents lors de sa réélection à la tête de la fédération. On parle là d'un véritable incendie qui devient incontrôlable au sommet de l'instance qui est censé piloter le navire brésilien. Et c'est pas une simple anicroche administrative dont il est question, c'est un vrai psychodrame permanent qui vient gangréner l'institution de l'intérieur, parce que la fédération elle-même rejette ces accusations, mais le mal est fait, l'image elle est écornée et l'instabilité elle est palpable. Alors comment construire sereinement un projet sportif ambitieux quand l'environnement au sommet est aussi toxique et volatile et quand on observe des dysfonctionnements à tous les niveaux? Le chaos autour de la Seleção, ses performances erratiques, ses changements incessants de direction, sont finalement qu'un symptôme de cette déliquescence généralisée. Et Ancelotti devra pas seulement composer avec les problèmes du terrain, qui sont déjà extrêmement lourds, comme je viens de l'exposer, mais aussi avec les turbulences d'une fédération en crise profonde. Et c'est un fardeau supplémentaire, non des moindres, sur les épaules déjà lourdement chargées du technicien italien. Alors voilà donc le paysage, un champ de mine tactique, un effectif en quête de repères, de leader, une icône vieillissante dont le rôle est à redéfinir, je parle bien sûr de Neymar, une confiance en lambeaux et une institution en pleine implosion. C'est donc dans ce contexte et avec des défis colossaux que Carlo Ancelotti doit tenter de ramener le Brésil vers les sommets et la tâche est vraiment herculéenne. Et l'état des lieux sportifs et institutionnels donne le vertige, c'est pourtant qu'une facette du défi colossal qui attend Carlo Ancelotti. Car au Brésil, le football, c'est pas simplement un sport, vous le savez, c'est une passion, au-delà d'une passion même, c'est une religion, et dans ce temple à ciel ouvert qu'est la nation brésilienne, le sélectionneur de la Seleção n'est pas un simple entraîneur, c'est un grand prêtre, on va dire, un guide spirituel en ces temps de nomination papale, c'est un homme sur lequel reposent tous les espoirs, les rêves et souvent les frustrations d'un peuple tout entier. Et cette position, aussi prestigieuse soit-elle, s'accompagne d'une pression monumentale, d'une intensité probablement inégalée ailleurs dans le monde. Imaginez un instant 212 millions de sélectionneurs. Du chauffeur de taxi à l'avocat d'affaires, du pêcheur dans l'Amazone au trader de Sao Paulo, chaque Brésilien a son avis tranché sur la composition de l'équipe, sur la tactique à adopter, sur le coaching en cours de match. Et chaque passe ratée est commentée, chaque décision arbitrale est contestée, chaque choix du sélectionneur est disséqué avec la ferveur d'un théologien qui va analyser les textes sacrés. Et on a aussi, en plus de ça, ces tables rondes télévisées où l'on débat de football pendant des heures et qui atteignent des niveaux d'audience qui sont absolument faramineux. En plus de ça, aujourd'hui, on est aussi à une ère où les réseaux sociaux peuvent s'embraser à la moindre étincelle. Et donc Carlo Ancelotti, malgré son expérience dans les plus grands clubs du monde, avec le Real, avec le Milan AC, avec Chelsea, avec le Bayern, il s'apprête à découvrir un niveau de surveillance et d'implication plus populaire qu'il n'a peut-être jamais véritablement connu dans la fournaise du Bernabéu ou la passion de San Siro. Là-bas, la pression, elle est immense, certes, mais elle est souvent concentrée autour du club et de ses supporters spécifiques. Là, au Brésil, on parle d'une affaire d'État, d'une affaire de fierté nationale. Et chaque défaite n'est pas seulement une déception sportive, c'est un drame national. On pense bien sûr au fameux Maracanazo de 1950, qui résonne encore comme un traumatisme fondateur, et Ancelotti va devoir apprendre à naviguer dans cet océan d'émotions, mais aussi à filtrer le bruit assourdissant des critiques et des conseils non sollicités, tout en gardant le cap qu'il va devoir installer. Il devra développer une carapace encore plus épaisse que celle qu'il a déjà, car la moindre de ses déclarations, le moindre de ses choix sera scruté, interprété et souvent déformé. On dit souvent que dans les pays football, chaque citoyen est un sélectionneur en herbe. Nulle part ailleurs cet effet est aussi puissant et aussi palpable, voire aussi écrasant qu'au Brésil. Donc si Ancelotti cherchait un havre de paix après la pression madrilène, il s'est clairement trompé de destination. Il aurait dû partir en Arabie Saoudite, comme le font pas mal de coachs pour souffler, pour prendre un peu de caillasse encore. Et puis cette pression populaire va se doubler d'attentes qui frisent tout simplement l'irréalisme, surtout au vu de la situation actuelle de l'équipe. L'objectif assigné à Carlo Ancelotti, c'est pas de reconstruire patiemment et de poser des bases pour l'avenir, ni de développer un nouveau cycle. Non, l'objectif il est unique, clair et brutal, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et pas dans 10 ans, c'est de la gagner en 2026. Et l'optimisme parfois démesuré, voire l'arrogance de certains dirigeants, à l'image du président qui a été suspendu, eh ben, le contraste de manière saisissante avec la réalité du terrain. Ces paroles, bien que sans doute destinées à galvaniser et à marquer les esprits, placent une barre incroyablement haute
pour Ancelotti est presque inatteignable dans l'immédiat. Donc on ne demande pas à Ancelotti de bien jouer, on ne lui demande pas de faire progresser les équipes, on lui demande de gagner le trophée suprême, point final. Et la nature même de son contrat en est la preuve la plus flagrante. Il prendra officiellement ses fonctions avec pour horizon principal la Coupe du Monde 2026 et son engagement avec la fédération brésilienne est prévu pour s'achever juste après le tournoi. Il n'y a pas de vision à long terme affichée, il n'y a pas de projet de développement du foot brésilien dans sa globalité qui lui sera confié, et Dieu sait qu'il y aurait du travail à faire. Tout est focalisé sur cet unique objectif. Et la fédération, elle a tout simplement misé tous ses jetons sur un succès immédiat en Coupe du Monde. C'est une validation du culte du court terme, voire de l'improvisation et du mépris des projets que dénoncent certains analystes brésiliens qui sont pour leur part assez lucides. Parce que gagner serait la validation de cette approche, renforçant l'idée que seul le résultat compte, et peu importe la manière. Mais échouer, eh ben l'échec, il semble même pas être une option envisagée dans les discours officiels. Et pour Ancelotti, ça signifie qu'il n'a pas le droit à l'erreur, même s'il n'a pas le temps de construire. Il doit obtenir des résultats probants très rapidement pour calmer les ardeurs et justifier le choix audacieux d'un sélectionneur étranger, ce qui est une première depuis des décennies. Et du coup, chaque match, chaque rencontre de qualification sera un test. Et par-dessus tout ça, eh ben, pèse évidemment le poids écrasant de l'histoire, puisque le Brésil, c'est la nation aux 5 étoiles qui n'a plus soulevé de Coupe du Monde depuis 2022, près d'un quart de siècle. Et pour n'importe quelle autre nation, ce serait une longue attente. Pour le Brésil, en fait, c'est une éternité, c'est une anomalie même insupportable, une source de frustration nationale qui grandit d'édition en édition et qui vient rajouter de la pression et encore de la pression. Et depuis ce dernier triomphe, la CLCO, elle a quand même connu des désillusions assez amères, des éliminations souvent face à des nations européennes, qui était parfois même moins peuplée que la seule ville de Sao Paulo, comme la Belgique par exemple. Donc il y a eu la Belgique qui a éliminé le Brésil, il y a eu l'Allemagne avec l'humiliation historique du 7-1 à domicile en 2014, la Croatie aussi plus récemment, et ces défaites ont ébranlé tout simplement le mythe de l'invincibilité brésilienne et ont instillé un doute profond. Et l'arrivée d'un Européen, et pas n'importe lequel quand même, Carlo Ancelotti, elle est aussi perçue comme une tentative de conjurer ce mauvais sort, d'apprendre de ceux qui les ont battus, puisque Carlo Ancelotti, c'est l'homme qui connaît les rouages du football européen, qui a triomphé sur ce continent, et il est celui qui, espère-t-on secrètement, pourra enfin déchiffrer le code pour vaincre ces équipes européennes si disciplinées et tactiquement affûtées. Ancelotti ne porte donc pas seulement la responsabilité de diriger une équipe de football, il porte sur ses épaules l'espoir de toute une nation. Il va devoir restaurer la fierté, redonner au peuple brésilien ce sentiment de supériorité footballistique qui lui est si cher. Et il est investi d'une mission qui dépasse largement le cadre sportif. Il doit être à la fois un tacticien de génie, psychologue hors pair, un diplomate habile et un faiseur de miracles. Chaque conférence de presse sera une épreuve pour lui, probablement, chaque sélection une source de débat, et va devoir incarner le calme et la sérénité face à un environnement constant en ébullition. C'est en ça que le profil Ancelotti, il est quand même assez intéressant. C'est un environnement où on ne pardonnera rien à Ancelotti, où la mémoire est courte et où le seul succès absolu sera acceptable. Et Carlo Ancelotti, qui est un homme qui a tout gagné en club, s'apprête donc à affronter, comme je disais tout à l'heure, une pression d'une nature et d'une intensité qu'il a sans doute jamais rencontrée avant. Et le défi, il est immense puisque les attentes sont tout simplement stratosphériques. Et face à ce tableau assez apocalyptique, cette montagne de défis, cette pression écrasante, la question qui va se poser, elle est simple. Est-ce que Carlo Ancelotti s'est engagé dans une mission suicide? Le Brésil est-il une cause perdue, même pour un entraîneur de sa trempe? On pourrait être tenté de répondre par l'affirmative, de se laisser submerger par le pessimisme ambiant, mais ce serait quand même sous-estimer l'homme, son parcours notamment, et les qualités uniques qui ont fait de lui une légende du banc de touche. Alors mission impossible, pas si vite, car si quelqu'un a les épaules, l'intelligence et le flegme nécessaires pour relever un tel défi, c'est bien Carlo Ancelotti. Il n'arrive pas les mains vides, il apporte avec lui un arsenal de compétences et d'expérience qui pourrait bien, contre toute attente, faire pencher la balance. Sa plus grande force déjà, celle qui revient constamment dans les analyses et dans les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, c'est pas forcément les schémas tactiques révolutionnaires ou les innovations disruptives. Non, sa véritable magie, son véritable super pouvoir, Ancelotti, c'est sa maîtrise inégalée de la gestion humaine. On parle ici des soft skills, de cette intelligence sociale et émotionnelle qui lui permettent de naviguer dans les vestiaires les plus complexes et les environnements les plus volatiles. Ancelotti, en fait, c'est un créateur d'harmonie, et dans un monde
du football où les égos sont souvent surdimensionnés, où les tensions peuvent rapidement dégénérer, il possède cette capacité rare à apaiser, à unir et à fédérer. Il sait quand hausser le ton, mais il préfère le plus souvent la discussion, l'écoute, la persuasion douce. Sa gestion des stars au Real, à Chelsea, au PSG, c'est la preuve de tout ça. Il cherche pas à écraser les individualités, mais à les mettre au service du collectif. Cette capacité à gérer les égos, à faire en sorte que chaque joueur se sente important, voire respecté, sera absolument crucial dans un vestiaire aussi médiatisé et scruté que celui du Brésil. Il va devoir jongler avec les statuts, parce qu'on le disait, il y a quand même des écarts de niveau assez importants, les attentes personnelles, les rivalités potentielles, et tout ça en maintenant un niveau de cohésion dans le groupe qui sera vraiment indispensable. Et plus encore, Ancelotti, il excelle dans sa capacité à responsabiliser les joueurs. Il les infantilise pas, il les surcharge pas d'instructions rigides. Il leur donne un cadre, des principes, mais leur laisse aussi une part de liberté et d'initiative, sur le terrain notamment. Et il fait confiance à leur intelligence de jeu, à leur talent. C'est pour ça souvent qu'on se dit que c'est pas un fin tacticien. Et cette approche, elle est basée sur une forme de respect mutuel et de confiance qui est souvent très appréciée des joueurs qui ont travaillé avec Ancelotti et qui se sentent par ce biais-là valorisés. Et dans un contexte brésilien où la créativité individuelle a toujours été une marque de fabrique, cette philosophie pourrait trouver un écho particulièrement favorable. Il ne s'agira pas d'imposer une discipline de fer, mais de susciter l'adhésion à un projet commun. Comme le soulignent les observateurs, savoir gérer ses relations tant avec sa hiérarchie, puisqu'il y a ce président qui paraît extrêmement difficile, souvent complexe et politique, qu'avec ses joueurs, c'est une part essentielle de son succès. Et créer cette harmonie, cette bonne ambiance de travail, elle est absolument pas à sous-estimer. Surtout il va travailler dans un nouveau cadre. Ancelotti, lui qui a l'habitude de travailler au quotidien avec les joueurs, sélectionneur, c'est quand même un autre job. Et là, c'est très intéressant de voir comment il va faire, s'il va y parvenir justement. Et au-delà de ses qualités humaines, Ancelotti possède aussi un atout tactique majeur, c'est la flexibilité. Et contrairement à certains de ses pairs qui sont les apôtres d'un système de jeu unique et qui tentent de l'imposer où qu'ils aillent, et ben Ancelotti, c'est pas un dogmatique, il n'arrive pas avec une bible tactique sous le bras en exigeant que les joueurs s'y conforment aveuglément. Sa démarche, elle est exactement à l'inverse, il s'adapte aux joueurs qu'il a à sa disposition plutôt que de chercher des joueurs qui correspondront à un système préétabli. Il observe, il analyse les forces et les faiblesses de son effectif et cherche ensuite le système, l'organisation qui permettra d'exploiter au mieux les qualités individuelles tout en masquant les carences collectives. On l'a vu au Real où il a su faire évoluer son équipe, parfois même en cours de saison, pour intégrer des nouveaux talents comme Bellingham ou pour compenser des absences. Il y a eu aussi le fameux sapin de Noël à Milan qui était une adaptation aux caractéristiques de ces joueurs de l'époque. C'est là aussi où il a créé notamment le poste d'Andrea Pirlo, qui a été une vraie révolution dans le foot. Et cette capacité donc à lire le jeu, à comprendre les profils et à faire preuve de pragmatisme, ce sera un avantage vraiment considérable pour le Brésil. Et face à l'absence de fondation claire, comme j'expliquais tout à l'heure, et aux problèmes identifiés à certains postes, il ne s'enfermera pas dans une idée fixe, ce qui lui permettra d'avoir plus de souplesse et de mieux savoir s'adapter. Il cherchera justement une solution la plus efficace, même si c'est pas la plus orthodoxe ou la plus esthétique aux yeux des puristes. Et là, il saura, enfin on peut l'espérer, trouver le système pour exploiter au mieux les talents brésiliens, peut-être en redonnant aussi une certaine liberté créative tout en assurant un équilibre défensif. Et puis il y a son expérience incomparable des grands rendez-vous, la pression, Ancelotti, il la connaît par cœur, il l'a côtoyé, il l'a apprivoisé. Et souvent, il l'a utilisé comme un carburant. Il a fait des finales de Ligue des Champions, il a tout vécu en fait. Il a eu des matchs à élimination directe, il sait les gérer. Ces rencontres où la tension est à son comble, où chaque détail va compter, c'est vraiment sa spécialité. Et les 5 Ligues des Champions, elles sont là pour l'attester. C'est pas le fruit du hasard. Ça témoigne d'une capacité à préparer son équipe pour des moments cruciaux, à gérer le stress, prendre les bonnes décisions sous pression. Il a une forme de sérénité assez légendaire sur le banc de touche et son calme apparent même lorsque le volcan gronde autour de lui, ce sera vraiment un atout inestimable dans un environnement brésilien où l'émotion est souvent à fleur de peau, où la panique peut vite gagner les esprits. On pense bien sûr à ce match contre l'Allemagne en 2014. Et là, du coup, cette faculté-là à dédramatiser, à enlever les enjeux, à calmer un peu les esprits, pour minimiser l'importance de l'objectif et surtout pour recentrer les équipes vers l'objectif. Un autre avantage non négligeable, c'est sa connaissance intime de plusieurs joueurs clés de la Seleção, comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Eder Militao, et ce sont des joueurs qu'il a eu sous ses ordres au Real Madrid, qu'il a contribué à façonner, à faire progresser. Il connaît leurs forces, leurs faiblesses, leur mental, leur caractère, et il sait comment leur parler pour en tirer le meilleur.
Et cette relation préexistante, basée sur le succès commun en club, pourra faciliter leur intégration et leur performance en sélection. Il n'aura pas besoin d'une longue période d'observation pour comprendre comment les utiliser au mieux, et pourra s'appuyer sur cette complicité pour construire l'épine dorsale de sa future équipe, et ça c'est quand même un gain de temps et d'efficacité précieux dans une mission où chaque minute va compter. Et puis pour conclure, il y a presque une dimension ironique dans cette nomination de Carlo Ancelotti, et notamment liée à l'héritage des coachs italiens, parce qu'un Italien, pour réapprendre le football au Brésil, le pays du Gogo Bonito, l'idée, elle me fait vraiment sourire aujourd'hui, mais pour certains, elle va faire grincer des dents, notamment les puristes brésiliens. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Italie, elle possède une tradition d'excellence tactique et d'exportation de grands entraîneurs qui ont marqué l'histoire du football mondial. Mais l'Italie, c'est aussi l'un des ennemis jurés du football brésilien. De Sacchi, le menteur d'Ancelotti, à Lippi, Capello et tant d'autres, les techniciens ont souvent apporté une rigueur tactique, une intelligence de jeu, une capacité à organiser et à faire déjouer l'adversaire. Et cette science du jeu, cette attention aux détails pourrait être précisément ce dont le Brésil a besoin pour retrouver une solidité et une efficacité qui lui ont fait défaut ces dernières années. Alors Ancelotti, c'est pas un adepte du catenaccio stéréotypé, mais il porte en lui cet ADN tactique italien quand même, cette culture de la gagne même dans la douleur. Et cette capacité à allier le talent individuel brésilien à une organisation collective plus rigoureuse pourrait être la formule gagnante. Alors on est d'accord, Carlo Ancelotti, c'est pas un magicien, mais il va disposer d'une panoplie d'outils et de qualités qui font de lui un candidat crédible pour prendre en tête la sélection brésilienne et pour réaliser une tâche aussi ardue. Sa gestion humaine, sa flexibilité tactique, son expérience du très haut niveau, mais aussi sa connaissance de certains joueurs et cet héritage italien pourraient ensemble créer une synergie capable de réveiller le jeu endormi. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais l'espoir, aussi mince soit-il, existe et porte un nom, celui de Carlo Ancelotti. On arrive donc au terme de cette analyse face à une évidence. Le défi de Carlo avec le Brésil, il est colossal. Les obstacles, nous les avons détaillés. On a une équipe sans fondation solide, des problèmes structurels à presque tous les niveaux, une confiance en lambeaux, une fédération en crise et par-dessus tout, une pression populaire et des attentes d'une démesure quasi irrationnelle dans un temps compté où le droit à l'erreur est inexistant. Ancelotti pénètre donc dans un environnement où le court-termisme et l'improvisation ont trop souvent régné en maître, où la patience est une vertu rarement cultivée. Et c'est une poudrière émotionnelle, un chaudron où les légendes peuvent se forger ou bien se consumer. Alors certains, avec un humour très noir au Brésil, ont déjà murmuré que ce poste de sélectionneur de la Seleção, dans son état actuel, c'est un job qui tue lentement. Une charge si lourde, si exposée, si exigeante qu'elle pourrait user le plus résistant des hommes, et le risque d'échec est immense. Les conséquences pour sa réputation, déjà immense, déjà légendaire, pourraient être significatives. Alors pourquoi un homme qui a déjà tout gagné en club et qui pourrait aspirer à une fin de carrière plus paisible s'est-il lancé dans ce pari fou? Tout simplement peut-être parce que Carlo Ancelotti, au fond, c'est un compétiteur ultime. Il a été attiré par les défis les plus ardus. Peut-être qu'il voit là l'opportunité de couronner une carrière déjà exceptionnelle par un exploit d'une magnitude unique. Parce qu'il faut bien se le dire, s'il réussit, il parviendra contre vents et marées à reconstruire une équipe, à lui redonner une âme. Et s'il l'amène à la victoire en Coupe du Monde, alors on parlera plus seulement d'une victoire de plus à son palmarès déjà pléthorique, non, ça sera bien la consécration ultime, ça sera bien la consécration qui ferait de lui la légende ultime, le plus grand entraîneur de tous les temps, et l'exploit qui transcenderait tous ses succès précédents en club. C'est ramener le Brésil, cette nation mythique du football, au sommet du monde après presque un quart de siècle de disette, dans un contexte aussi difficile, le placerait définitivement dans une place indiscutable au panthéon des plus grands entraîneurs de tous les temps. Peut-être même, oserait-on dire, j'ose le dire, au-dessus de tous les autres. Alors l'enjeu pour Ancelotti, il n'est pas seulement d'avoir un trophée de plus, mais une place dans l'éternité du football, et c'est la possibilité d'écrire l'un des chapitres les plus improbables et les plus glorieux de l'histoire du sport. Échouera-t-il? C'est une possibilité réelle au vu des circonstances, mais s'il triomphe, son nom sera gravé de lettres d'or, non seulement dans les annales du football brésilien, mais aussi dans celles du football mondial et plus globalement dans les légendes du sport. Le Brésil a donc fait un choix audacieux, presque désespéré, en se tournant vers cet Italien expérimenté. Carlo Ancelotti, lui, a accepté un défi qui pourrait définir l'ultime chapitre de son héritage. Les regards du monde entier sont désormais tournés vers cette improbable alliance. L'histoire est en marche, et une chose est sûre, elle s'annonce absolument passionnante.
Si tu es arrivé au bout de cette longue vidéo, je te remercie grandement. Je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo et puis, bien sûr, je te remercie grandement d'être arrivé au bout de cette vidéo. À bientôt.